l'honneur. Bonjour chers amis, merci d'être là par ce dimanche pluvieux et problématique avant les élections. Je voulais vous dire tout de suite, je voulais décevoir tout de suite les gens, je n'ai pas de prévision sur les élections, sur le résultat des élections américaines. Donc si vous êtes venus pour savoir qui va gagner, j'en sais rien. Bon, je voulais simplement commencer par rappeler un roman de Saul Bellow qui s'appelle le don, le cadeau, Humboldt's Gift, le don de Humboldt, dans lequel il y a un personnage qui parle des Juifs qui sont venus aux États-Unis pour trouver un repos. L'histoire était un cauchemar et nous cherchions une bonne nuit de repos. Et pendant longtemps, l'Amérique, ça a été un endroit où les Juifs avaient trouvé une bonne nuit de repos. En tout cas, depuis 1945 jusqu'à maintenant. Et il semble que ce ne soit plus le cas, que la situation devient un peu plus compliquée. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation sur les Juifs par rapport à la crise de la démocratie américaine. Donc, vous comprenez bien que mon but, ce n'est pas ici de faire une analyse politique des Juifs américains, savoir ceux qui sont pour Trump, ceux qui sont pour Biden, bien que j'en parlerai évidemment, c'est très important, mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est derrière tout ça, de voir où est la société juive américaine dans la crise de la société américaine, qui est évidemment évidente pour tout le monde, et tout le monde en parle. Donc, je vais me limiter à un monde qui est déjà assez compliqué, qui est le nôtre, en partie le nôtre, en partie juif, on n'est pas américain, mais quand même, c'est le thème. Donc, alors, dans la présentation, j'avais la deuxième diapo. Tu peux montrer la deuxième diapo? Oui, alors, donc... Attends, moi, je peux... Attends, je vais le faire. Écran partagé. D'accord, voilà. Les Juifs américains. Deuxième diapo. La voilà. On va passer à la deuxième. Bon, alors, dans la deuxième, c'est celle d'avant. Celle d'avant. Voilà, après ça, voilà. Non, celle d'avant. Celle d'avant, la deuxième. Voilà. Celle d'avant, c'est ça. Voilà, donc c'était ce que j'appelais l'argument, c'est-à-dire ce que je vais essayer de développer. Donc, vous pouvez le lire. Donc, il s'agit du fait que la société juive américaine traverse une crise peut-être, à mon avis, pas sans précédent, mais une grave crise d'identité qui remet en question ce qu'on appelait l'idylle juive américaine, c'est-à-dire les relations d'amour entre les Juifs et les États-Unis. Passons à la diapo suivante. Et vous voyez tout de suite la photo de Charlie, la diapo suivante. Voilà, donc, vous voyez, cette photo représente peut-être, à mon avis, le sommet de l'idylle, c'est-à-dire, vous voyez, vous reconnaissez les personnages, hein, Martin Luther King, le rabbin Yoshua Heschel, le rabbin Yoshua Heschel, qui était le chef de file du mouvement Massorti aux États-Unis, et des prêtres catholiques, sans doute également des prêtres protestants, devant un bâtiment que je ne reconnais pas, mais je ne pense pas que ce soit Washington, mais c'est pendant la marche des droits civiques, et tout le monde porte le drapeau américain et tout le monde a l'air content. Et voilà, c'était tout baigné à ce moment-là. Les idéaux juifs et les idéaux américains, ça marchait ensemble. Et pour essayer de comprendre comment ça pose des problèmes aujourd'hui, on va faire un peu un flashback. La diapo suivante, si tu veux, Charlie. Voilà, donc j'ai cité, alors pour ceux qui ont eu le temps de lire le texte complet de cet extrait de la pastorale américaine de Philip Roth, je rappelle simplement que c'est un roman sur une histoire qui se passe, comme beaucoup des romans de Philip Roth, dans le New Jersey, dans sa ville natale, Trenton. Et le personnage principal, qui est Nathan Zuckerman, qui est en fait un alter ego de Philip Roth lui-même,
va à une soirée où il retrouve des copains de promotion. Et ils se retrouvent 50 ans après. Ah. Et évidemment, ils échangent, ils se regardent, comment ils ont évolué, comment ce qu'ils sont devenus. Et dans cette soirée, quelqu'un lui racontera l'histoire d'un personnage qu'on appelle le Suédois, qui était un juif qui avait apparemment tout pour réussir, qui avait l'air d'un goy, qui était grand, blond, un grand joueur de baseball. Il lui arrive toutes sortes de malheurs à ce monsieur, terrible. Mais au début de cette rencontre, Nathan Zuckerman voulait faire un discours, parce que lui, Nathan Zuckerman, c'est en quelque sorte l'intellectuel du groupe. Il est écrivain, donc je vous dirais c'est l'alter ego de Philippe Roth. Et il avait préparé un discours, mais en fin de compte, il ne lit pas le discours. Il dit que c'était trop intellectuel pour le groupe. Mais dans le roman, il montre ce discours. Alors là, j'ai pris quelques extraits. Vous trouverez l'intégralité du discours dans les textes que j'ai envoyés. Enfin, l'intégralité du discours. Mais là, dans cette diapo, les suivantes, j'ai pris quelques extraits. Donc, on parle il fait un flashback. Il retourne en Amérique après la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il rentre à l'école, au lycée, ce lycée où tout le monde est juif, ou pratiquement, et c'est en 1946, juste à la rentrée 46. Et il dit, rappelons-nous cette énergie. Les Américains étaient maîtres de leur destin, mais au sud de quelques 200 millions de gens en Italie, en Autriche, en Allemagne et au Japon. Les procès des criminels de guerre lavaient la terre de ces démons une fois pour toutes. La puissance atomique nous appartenait sans partage. Alors, je continue la suite. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît, Charlie? Et je saute dans le texte, il va décrire toute cette puissance américaine, ce sentiment d'être tout puissant. Mais à un moment donné, il fait une petite parenthèse et il ne cite pas le mot juif, mais il parle des juifs, il parle de ce groupe de juifs. Il dit, certes, en fond d'anxiété subsistait. On nous faisait sentir chaque jour que les épreuves pouvaient revenir, que seule une diligence de tous les instants pourrait les tenir en échec. Certes, la méfiance à l'égard du monde des gentils était générale. Depuis la crise, certaines familles n'avaient pas oublié la peur de se faire laminer. Mais notre milieu n'était pas englué dans la ténèbre. Il rayonnait d'industrie au contraire. On y croyait très fort en la vie. On y nous poussait sans relâche à la réussite. Nous aurions la part la plus belle. Le but était d'avoir un but. L'objectif de s'en trouver un. Cet axiome n'était pas toujours exempt d'hystérie, l'hystérie des assiégés, de ceux qui ont appris à leurs dépens qu'il suffit de peu d'adversité pour ruiner une vie sans rémission. Pourtant, c'était cet axiome, avec sa charge affective due aux incertitudes de nos aînés, à leur conscience de ce qui léguait contre eux, qui cimentait notre milieu. Nous avions derrière nous la communauté entière pour nous supplier en permanence de ne pas tout gâcher, par immodération, de saisir notre chance, d'exploiter nos avantages, de ne pas perdre de vue nos valeurs. Je pense que le texte est assez clair. On peut passer à la diapo suivante. Je continue. Ai-je tort de penser qu'il s'agissait pour nous d'une époque bénie? Il est bien connu que chez les personnes âgées, la nostalgie part le passé dans l'illustre illusoire. Mais quand je dis que grandir dans la meilleure... Mais quand je dis que grandir dans la meilleure société de la Florence, de la Renaissance, devait être de la gnognotte, comparé à notre enfance embaumée par l'arôme des tonneaux de cornichons tabachniques, suis-je tout à fait dans l'erreur? Ai-je tort de penser que même à l'époque, dans l'intensité du présent, la plénitude de la vie nous procurait des émotions extraordinaires? Ne sommes-nous jamais depuis laissés engloutir dans un tel océan de détails? Le détail, l'immensité du détail, la force du détail, le poids du détail, la richesse infinie du détail qui vous entoure dans votre jeune vie, comme les 6 pieds de terre qui seront jetés sur votre tombe quand vous serez mort. Passons à la diapo suivante. Là, j'ai appelé ça les grandes heures du judaïsme américain.
je reprends une photo de la même cérémonie que la première. Et vous voyez encore une fois le rabbin Yoshua Heschel avec Martin Luther King et un monsieur qui visiblement n'est pas de la communauté Massorti, ou peut-être il est, mais enfin il est plutôt l'air d'un ami du révérend Luther King qui porte le Sefer Torah. Je remplis mon attestation. Je suis édité un truc. Passons à la suivante. Fermez vos micros, ceux qui n'interviennent pas pour le moment, s'il vous plaît, il y a des bruits de fond là. Alors, dans cette période, quand je lève la main, tu peux passer la suivante. Donc, dans cette période, évidemment, ce qui domine, c'est la lutte pour les droits civiques. Et vous savez sans doute que le rabbin Heschel a pris beaucoup position là-dessus. Il a écrit là-dessus. Il a été très impliqué aussi dans les relations avec le Vatican. Et je pense qu'on... Tu voudras une attestation pour toi aussi, Laurence? Certains d'entre nous... S'il vous plaît, ceux qui ont ouvert leur micro, fermez-le, s'il vous plaît, si vous n'intervenez pas, parce qu'il y a des bruits intempestifs. Merci. Donc, et voilà une citation du rabbin Heschel sur un texte qui s'appelle « La base religieuse de l'égalité des chances, la ségrégation de Dieu ». En 1963, en pleine période. Et le racisme est un mal d'une puissance énorme, mais la volonté de Dieu transcende tous les pouvoirs. S'abandonner au désespoir, c'est s'abandonner au mal. Il est important de ressentir de l'anxiété, c'est un péché de se vautrer dans le désespoir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une mobilisation totale du cœur, de l'intelligence et de la richesse, dans un but d'amour et de justice. Dieu est à la recherche des hommes, attendant, espérant pour que l'homme fasse sa volonté. Donc là, on ne va pas faire une présentation complète évidemment sur Heschel, mais il y a ce thème que Dieu est à la recherche des hommes, et évidemment, il trouve dans l'action pour la justice, en l'occurrence la justice contre le racisme, une manière de dire Dieu nous attend en quelque sorte. Dieu attend qu'on intervienne parce que ça fait partie, si vous voulez, de l'essence d'être humain et de l'essence de Dieu de rechercher la justice. Dieu est à la recherche des hommes, attendant, espérant. Donc cette théologie de Dieu à la recherche des hommes, on peut aussi la placer dans cette perspective historique de l'époque où l'action sociale ou l'action pour la justice était conçue comme un thème essentiel de ce que doit être le judaïsme. Continuons la diapo suivante. Et dans le diapo suivante, on retrouve l'autre pendant, la justice, d'un côté, d'autre part, l'horreur dans laquelle on sort après la Shoah. Et Heschel dit « Les horreurs de notre temps remplissent nos âmes de reproches et de honte éternelle. Nous avions profané la parole de Dieu, nous avons donné la richesse de notre terre, l'ingéniosité de notre esprit et la chère vie de notre jeunesse, à la tragédie et à la perdition. Il n'y a jamais eu plus de raison pour que l'homme ait honte qu'aujourd'hui. Le silence plane impitoyablement sur de nombreuses terres terribles. Le jour du Seigneur est un jour sans le Seigneur. Où est Dieu? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté, les trains chargés? Pourquoi n'as-tu pas arrêté les trains chargés de Juifs conduits au massacre? Il est si difficile d'élever un enfant, de le nourrir et de l'éduquer. Pourquoi rendez-vous si facile de tuer? Comme Moïse, nous cherchons notre visage, car nous avons peur de regarder Elohim, sa puissance de jugement. En effet, où étions-nous lorsque les hommes apprenaient à haïr au temps de la famine, quand les fous furieux semaient la colère dans le cœur des hommes? Là, vous voyez, un deuxième thème, un thème qui était beaucoup oublié, mais dans lequel moi, enfin, tous ceux de ma génération ont grandi, c'est ce thème du silence de Dieu. Où étais-tu? Pourquoi n'a pas arrêté le train chargé des Juifs conduits au massacre? C'était un thème, si vous voulez, central, qui était le pendant de l'action. On a un silence de Dieu, mais il faut agir. C'était ça, le thème théologique de l'époque. Et Heschel fait l'écho. Il y a plein d'autres gens qui ont écrit là-dessus. Si vous lisez Neher, les Juifs du silence et autre chose,
Vous retrouverez ça évidemment chez Elie Wiesel, qui est peut-être, à mon avis, l'auteur qui écrit les plus belles choses là-dessus. Je pense un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque, Les portes de la forêt, où il parle de ça constamment. Et il commence Les portes de la forêt par cette fameuse, c'est là que j'ai découvert, le fameux midrash du rabbin qui va dans la forêt pour prier quand ça ne va pas bien. Je pense que vous connaissez cette histoire. Et il fait une prière. Et le Baal Shem Tov, lorsqu'il y avait un problème, il allait dans la forêt et il faisait une prière et tout s'exauçait. Et le successeur, il vient dans la forêt. Il ne se connaissait pas bien la prière, mais il la faisait à moitié. Et quand il revenait, il racontait l'histoire et ça marchait. Le troisième ne savait plus les prières et il va dans la forêt, mais il savait allumer le feu. Et quand il allume le feu, il revient, tout marche bien. Et le dernier vient, il dit « je connais l'histoire ». Et il arrive, il revient et ça marche. Donc on est un peu dans ce thème-là du silence, de l'absence. Et, bon, je veux dire, aujourd'hui, avec la montée du charédisme, tout ça, c'est passé de côté, passé aux oubliettes. Pas pour beaucoup de gens, pas pour tous. Donc, passons à la diapo suivante. Et là, on a une vision un peu plus, disons, plus classique. Je prends le pendant, le Rav Soloveitchik, qui était le fondateur de Yeshiva University, Joseph Dov Soloveitchik, qui a été le chef de file de l'orthodoxie moderne américaine. L'orthodoxie moderne américaine, c'est assez proche dans le spectre juif du mouvement Massorti. On ne peut pas dire que Soloveitchik était favorable au Massorti, mais quand on regarde les idées, on n'est quand même pas très loin. Et aujourd'hui, dans le monde, en Israël en particulier, la distance entre les Massorti et les modernes orthodoxes n'est pas très grande. Mais lui, Soloveitchik, il avait une position moins ouverte sur le monde extérieur. Il ne voyait pas que le rôle des Juifs était d'intervenir dans la société directement, bien qu'il soutenait tous les efforts qui avaient lieu pour la justice sociale, pour l'intégration. Et j'ai pris un texte de ce livre magnifique qu'on a commenté un petit peu dans le Beth Midrash, avec certains d'entre vous, qui s'appelle « Le croyant solitaire ». Alors, voilà ce qu'il dit. « Nous rencontrons Dieu dans la communauté de l'Alliance en tant que camarades et compagnons. Bien sûr, même dans le cadre de cette communauté, Dieu apparaît comme le chef, l'enseignant et le berger. Pourtant, le chef fait partie intégrante de la communauté. L'enseignant est inséparable de ses élèves et le berger ne quitte jamais son troupeau. Ils appartiennent tous à un groupe. L'Alliance attire Dieu dans la société des hommes de foi. Le Dieu devant lequel mes pères ont marché, le Dieu qui a été mon berger toute ma vie. Dieu était le berger et le compagnon de Jacob. La communauté de foi de l'Alliance se manifeste dans une triple union personnelle, moi, toi, lui. Donc là, on pourrait... Qu'est-ce qu'il dit ici? Il met l'accent sur la communauté, sur le petit groupe, en quelque sorte l'entre nous. Et c'est un entre nous qui est, vous voulez, en quelque sorte, déjà influencé par des idées comme celle de Buber, puisqu'il va dire à la fin, la communauté se manifeste sur la triple union personnelle, donc c'est personnel. Moi, toi, donc le moi et toi, ça renvoie à Buber, le jeu et le tu, le dialogue, on retrouve ça chez Lévinas, l'autre, le rapport à l'autre, c'est le centre de la rapport. Mais lui, il rajoute moi, toi et lui. Vous voyez, c'est un peu la différence avec ces autres représentations. Mais on a quand même l'accent qui est mis dans le cadre de la communauté. Non pas que disons, Échelle était contre, ça je ne pense pas, mais l'accent a été mis plus sur l'ouverture de la communauté que sur l'entre-soi. Et là où ça a été vraiment très clair, cette différence de point de vue, c'est dans le rapport à l'Église catholique. Je crois également dans le Beth Midrash, on avait regardé ensemble les textes de débat entre Échelle et le Rav Soloveitchik sur qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il parler à l'Église catholique? On parle de 1965.
lorsque l'Église est en train de faire son aggiornamento, en train de revoir sa théologie sur les Juifs. Et le rabbin Heschel avait pris une position très, très agressive, très ouverte, d'aller voir le pape, puis il a dit il faut parler aux chrétiens, il faut les aider à définir leur propre théologie, il faut les aider à s'en sortir des problèmes qu'ils ont. Alors que le Rav Soloveitchik a pris une position beaucoup plus prudente. Il a dit oui, ne nous mêlons pas, n'intervenons, nous ne pouvons qu'applaudir, mais nous ne pouvons pas entrer dans la discussion théologique qui ne revient qu'à eux. Donc voilà les deux points de vue. Passons à la diapo suivante. Donc deux points de vue que évidemment qui ne résument pas tout, mais qui donnent quelques idées là-dessus. Et là, j'ai fait référence à un texte que je pense que c'est Tony, je ne sais pas, a présenté déjà, qui est une footnote, une note de bas de page du Rav Soloveitchik dans ce livre que je viens de citer, Le croyant solitaire, dans lequel il fait référence à la controverse théorique halachique entre le Tout-Puissant et l'Académie céleste à propos du four d'Artnaï. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais je cite les étranges histoires, il parle d'étranges histoires agadiques, sur une controverse théorique halachique entre le Tout-Puissant et l'Académie céleste, et sur Rabbi Yoshua ben Hanania rejetant une décision divine qui favorisait une opinion minoritaire par celle de la majorité, et caractéristique de la relation intime halachique alliance qui prévaut entre l'homme et Dieu. Donc, même quelqu'un aussi orthodoxe, en quelque sorte, que Soloveitchik, prend une position que beaucoup d'entre eux, beaucoup seraient tentés de penser est limitée à, disons, un courant plus massorti ou plus réformé. Donc là aussi, il y a cette idée que pour lui, le centre, c'est vraiment la halakha, en l'occurrence, et cette halakha, c'est un dialogue, en quelque sorte, et il reprend la position comme quoi c'est les sages qui décident de la halakha, ça ne vient pas du ciel. C'est la fameuse histoire, on n'a pas le temps de revenir en arrière, mais je pense que beaucoup d'ici, des gens se souviennent de ce qu'on avait fait, ou on pourra en parler plus tard si ça les intéresse. On a beaucoup de choses à voir maintenant. Passons à la suivante, la diapo suivante. On a parlé beaucoup de théologie, c'était pour un peu présenter si vous voulez, le contexte, les contextes des idées dans lesquels on va finalement avancer. Mais on va faire un petit retour en arrière. Revenons en arrière, on va essayer de savoir qui sont les Juifs américains. Alors, ils sont issus d'une immigration qui date de plus de 300 ans. La plupart d'entre eux font partie de la 4e génération des États-Unis. Et donc, ça, c'est une chose très importante que les gens oublient toujours. C'est que même si l'Amérique est beaucoup plus jeune, évidemment, que l'Europe, mais les Juifs américains sont là, pour la plupart, depuis plus longtemps que la plupart des Juifs en France. La plupart des Juifs remontent à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Les parents sont venus, la plupart sont venus de Russie, de Pologne. C'est ça l'essentiel de la population juive. Il y a une population juive séfarade qui est arrivée au XVIIe siècle avec le Mayflower, un peu plus tard, 1650, qui sont arrivés du Brésil, des Juifs portugais qui avaient transité par le Brésil et qui sont venus sans un sou et sont installés aux États-Unis. Il y a encore une communauté, une synagogue séfarade portugaise à New York, pour ceux qui ont l'occasion de la voir. Mais l'essentiel des gens viennent donc se sentent américains depuis 4 générations. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi la manière dont ils se perçoivent. Ils se sentent vraiment américains. Ils n'ont pas l'impression d'être des fils d'immigrés. Ils n'ont pas l'impression d'être en transit vers Israël. Ils ont l'impression d'être ancrés dans le paysage, faire partie de la société américaine à temps plein. Et c'est peut-être ça qui maintenant, en quelque sorte, n'est pas remis en question, mais qui leur pose des questions. Ce qui se passe actuellement avec Trump, ce qui se passe avec de l'autre côté, Black Lives Matter, ça leur pose des questions sur ça. Et je rajouterais que l'identité juive ne se pose pas de la même manière que pour la diapo suivante. Alors, si tu peux passer à la diapo suivante. Alors là, j'ai simplement
je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, on peut poser des questions sur la religion dans des sondages. On peut demander est-ce que vous êtes juif? En France, on n'est encore pas arrivé à ça. Et alors, du coup, la question de savoir, quand quelqu'un vous dit je suis juif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il est forcément juif selon la halakha. Mais ou quelqu'un qui dit je ne suis pas juif, il peut être juif selon la halakha. Parce que tout dépend de ce que la personne va vous dire. Et donc, il y a en quelque sorte une autodéfinition du juif qui n'a pas beaucoup de choses à voir avec la halakha. Et pourquoi c'est important ça? C'est parce qu'ils ont des opinions, ils comptent, ils votent, ils se considèrent comme juifs. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre bien cette situation. Nous avions des voisins quand nous habitions à Washington, qui étaient des gens très bien, tous les deux des avocats, même des postes importants dans le gouvernement américain. Et il se trouvait qu'elle était la fille, ils allaient à la choule, à Rosh Hashanah et à Kippour, et ils allaient aussi à Pessah avec leurs enfants. Alors, vous demandiez à leur fils aîné, enfin, qui était le copain de notre fils, qu'il était, il disait, mais moi je suis juif. Pas de problème. Et vous essayez de creuser, vous regardiez, le père n'était pas juif, bon, il était méthodiste, et la mère était la fille d'un juif orthodoxe né dans le shtetl à Brooklyn, dont la langue maternelle était yiddish, qui était devenu communiste et était militant du Parti communiste, avait épousé une noire américaine qui en fait est devenue la première femme noire doyen d'université. Donc il avait, et ça c'était les grands-parents du côté de la mère. Donc la mère, halakhiquement, n'était pas juive, si vous voulez, puisque la mère n'était pas juive. Et les petits-enfants, quand on leur demande qu'est-ce que vous êtes, vous dites je suis juif. Et je me souviens de la Brit Mila d'un des enfants, que le grand-père, qui avait été communiste, mais qui était devenu un administrateur important d'université aux États-Unis, avait fait lui-même la cérémonie parce qu'il était né dans le bain et disait que quand il retrouvait ses cousins, tout le monde parlait yiddish. Donc voilà un peu la situation. Et pour eux, ça posait aucun problème de dire qu'ils sont juifs, etc. Et les petits-enfants se considéraient comme. Alors évidemment, si vous parlez à un rabbin orthodoxe, même autre, ça va peut-être soulever des vagues, mais c'est ça la réalité américaine. Alors, c'est pour ça que quand vous regardez les chiffres, ce qu'ils appellent la population juive nette, c'est la somme de plusieurs choses. Ceux de religion juive. Ceux qui sont de religion juive, c'est 4,2 millions, donc 1,8% de la population à l'époque. Et cette définition de religion juive, c'est des gens qui sont juifs et qui déclarent qu'ils sont juifs. Ce n'est pas des gens qui disent halakhiquement juifs, mais qui se déclarent comme juifs. Alors, ça peut être des gens dont halakhiquement ils ne sont pas juifs, mais ils sont quand même juifs. Et des gens qui sont sans religion, par contre, vous leur demandez, vous êtes sans religion, mais en fait, ils sont juifs techniquement. Les seuls gens qui sont exclus là-dedans, ce sont des juifs qui sont juifs techniquement, halakhiquement, mais qui ne sont pas, tu peux descendre un peu la diapo parce qu'on ne voit pas tout, mais qui sont, par exemple, devenus presbytériens, protestants, mais qui techniquement sont juifs, mais sont protestants. Alors, vous avez parmi ces gens-là, les juifs d'origine, background, c'est beaucoup, 2,4 millions. Donc, les juifs, et les juifs par affinité, si vous voulez, c'est les juifs dont je parlais avant, les petits-enfants les enfants de mes voisins. Alors, quand vous ajoutez tout ça, vous avez une population juive une nébuleuse juive, une nébuleuse juive, parce que vous rajoutez les gens qui sont de religion juive, ceux qui sont sans religion, mais qui sont juifs, ceux qui sont juifs d'origine, mais qui sont convertis, ceux qui disent qu'ils sont d'affinité juive, on arrive à 9 millions de personnes, et plus à 5 millions. Et ça représente 4% de la population juive.
Vous voyez? Et c'est ce poids-là qui compte dans les élections. Ce n'est pas la définition de juif halachique qui compte. Alors, quand on parle de la définition orthodoxe, réformée, conservateur, c'est une chose. Ça compte cette population dite de religion juive, les 4,2 millions. Mais la nébuleuse juive, c'est plus du double. Passons à la diapo suivante. Alors maintenant, restons dans les gens qui sont de religion juive, qui disent « je suis de religion juive ». Alors parmi ces gens-là, encore une fois, on a, vous voyez le graphe, enfin le cercle, on voyait ceux qui sont qui se considèrent comme juifs avec une étiquette orthodoxe, conservateur, c'est-à-dire massorti, et réformé. C'est même pas, c'est le tiers du cercle. Vous voyez, les conservateurs, les réformés, donc c'est un peu plus que le tiers. Les orthodoxes, c'est ça. Les sans dénomination, c'est très important. Des gens qui disent je suis juif par religion, mais j'appartiens à aucune chapelle en quelque sorte. Les conservateurs sont en bleu, si j'arrive à bien voir. Les conservateurs sont à peu près les réformés, c'est la masse la plus importante parmi les dénominations. C'est à peu près 30% des gens. Parmi les juifs religieux, entre parenthèses, c'est 30% des gens. C'est donc là, et les orthodoxes, les conservateurs, massortis, 15% à peu près, et les réformés et les orthodoxes, 10%. Et parmi les orthodoxes, on inclut les orthodoxes et les ultra-orthodoxes. Et parmi les orthodoxes, les ultra-orthodoxes représentent 6% de la population juive et les orthodoxes modernes, 4%. Donc les orthodoxes modernes, c'est vraiment tout petit. Quand vous les rapportez aux 4,2 millions de juifs par religion, et quand vous les rapportez encore plus petit, encore la moitié, qu'on l'a rapporté par rapport à la nébuleuse juive. Passons là à la diapo suivante. S'il y a des questions, n'hésitez pas de m'interrompre. Hein. Alors, ici, vous voyez ce qui permet d'expliquer tous ces chiffres de la nébuleuse qu'on avait avant, c'est en fait les mariages mixtes. Les mariages mixtes, vous les voyez évoluer en pourcentage de la population. Ils représentaient avant 1970 moins de 20% de la population des mariages. Donc, les Juifs, encore après, soit avant 70, c'était encore assez confinés entre eux. Je dirais beaucoup plus que les Juifs français. Mais entre 2005 et 2013, il y a certainement des chiffres plus récents qui montrent une tendance encore plus dans cette direction. Il y a presque 60% des mariages qui sont des mariages mixtes. Voilà. Là-dessus, il y a évidemment des prises de position très claires. Là-dessus, il y a des gens qui disent que ce n'est pas important. Des gens qui se considèrent comme juifs, qui ont une position importante dans les groupes juifs, par exemple comme J Street, dont on parlera plus tard, qui disent que le mariage mixte n'a aucune conséquence. D'ailleurs, on n'a pas besoin de continuer à préserver l'identité juive telle qu'elle existe actuellement. Passons à la diapo suivante. Maintenant, la diapo suivante, malheureusement, elle n'est pas très lisible, mais suffisamment quand même pour voir. Non, la diapo d'avant. Juste après celle-là. Après, voilà, OK. Vous voyez là, où se trouve la population juive? Elle se trouve sur les côtes. Vous voyez, la côte Est est très marquée. Hein. Évidemment, on sait New York, mais pas seulement New York. Vous voyez, Boston, même toute la Nouvelle-Angleterre, il y a relativement beaucoup de Juifs. Il y en a évidemment beaucoup en Floride. Il y en a beaucoup en Californie. Les autres régions, et tout le centre des États-Unis est vide. Alors, quand on parle du vote juif, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que quand on parle du vote juif qui est pro-démocrate, pro-Biden, cette carte-là pourrait s'appliquer aux démocrates aussi. Les démocrates, ils sont situés sur les côtes et ils sont situés
côte est, côte ouest, mais ils ne sont pas au centre des États-Unis. Le centre pro-Trump, il est au centre et au sud. Donc, le fait que les Juifs soient une population urbaine sur les côtes, c'est parallèle au fait qu'ils votent Trump, qu'ils votent contre Trump. Ce n'est pas parce que seulement ils sont juifs, parce qu'ils ont des idées, comme on a évoqué avant, mais parce que ça correspond à leur mode de vie, à la structure sociologique de la population juive. Passons à la diapo suivante. Alors, il y a eu beaucoup de sondages et on a posé des questions. J'ai cherché un sondage qui a été fait en 2019, donc tout à fait récent, par l'American Jewish Committee. Et seulement 41% des Juifs pensent que le fait d'être juif est très important dans leur vie, contre 80% des Israéliens et 33% des Juifs français. Alors, ce sondage était très intéressant parce qu'il faisait une comparaison. Il posait les mêmes questions en groupe de Juifs américains, de Juifs israéliens et de Juifs français. Pourquoi français? Parce que la France est la plus grande communauté juive en Europe. Donc, et voilà. Donc, voilà la différence. Le fait d'être juif, évidemment, c'est très important pour les Israéliens, c'est évident, mais moins important pour le juif français. Mais les Américains, il n'y a que 41% aussi. Ce n'est pas énorme non plus. Tu as vu que dans ce qui était proposé, c'est en utilisant l'Internet, qui était le premier. Oui, voilà. Oui. Sinon, après, tu l'utilises comme si c'était un... Bon, la question suivante. Et là, ils m'entendent pas. Sur les Juifs américains et l'État d'Israël. Est-ce que c'est important qu'un État juif prospère? Le terme anglais, c'est thriving, qui se développe. Est-ce que c'est important pour l'avenir du peuple juif? 72% des Américains pensent que c'est important. 91% des Israéliens, parce qu'ils sont évidemment on s'y attend, et 53% seulement des Juifs français. Autre question. Combien de Juifs américains ont de la famille en Israël? 28% seulement, contre 48% en France. Et parmi les Juifs américains qui pensent que le fait d'être juif est très important, seulement 38% approuvaient l'accord avec l'Iran, alors que 67% des conservateurs approuvaient l'accord avec l'Iran. Pourquoi on prend l'accord avec l'Iran? Parce que c'est assez paradigmatique, c'est vraiment une idée qui permet de faire un clivage entre les gens. Évidemment, les orthodoxes, les 2/3 approuvaient l'accord avec l'Iran, mais pas l'intégralité non plus, il n'y avait que des 2/3. Mais même pour les Juifs américains qui considèrent que le fait juif est très important, seulement 38% des Juifs américains approuvaient l'accord avec l'Iran. Voilà, donc voilà, j'ai pris quelques questions, il y en a plein d'autres, mais ça vous permet de voir un peu le paysage. Alors, passons à la diapo suivante. Non, celle d'avant. Celle d'avant. Alors là, on rentre dans un terrain un peu plus connu, que les Juifs américains votent principalement pour démocrates, mais j'ai mis un premier point, une note importante, c'est que le vote juif n'a pas beaucoup d'impact au niveau national. Du fait de la taille de la population juive, même si ça représente la masse, c'est quand même au sens large 9 millions, 4%, donc 2% au sens strict et 9% au sens plus large. Mais du fait que c'est une population qui est concentrée dans les villes, New York et San Francisco vont voter démocrate même sans les Juifs. Donc leur poids politique est relativement moins important que ça en a l'air en réalité. Alors que l'électorat juif est situé sur les côtes, en plus, il n'est pas homogène. Il y a différentes tendances. Voyez, et donc ça va jouer pour diminuer l'impact de la population juive dans le vote présidentiel américain. Non pas qu'elle n'ait pas d'impact au niveau local. Dans un endroit où il y a beaucoup de juifs, c'est évident qu'à New York, la population juive a beaucoup à dire dans la politique de l'État de New York et de la ville de New York. Mais au niveau national, vous voyez bien que c'est pas, les Juifs ne font pas partie des États
sur lesquels actuellement les deux candidats se disputent, comme la Pennsylvanie, qui est entre les deux. Alors pour la comparaison, encore une fois, 30% de la population évangéliste est assez homogène dans ses idées. La population juive ne l'est pas. L'électorat catholique, pas plus que l'électorat juif, est aussi homogène. Alors, les chiffres, vous les connaissez sans doute. 71% des juifs ont voté démocrate en 2016, contre 27% pour les républicains. On estime que 40% des juifs orthodoxes avaient voté républicain en 2016. Le dernier sondage de l'American Jewish Community pour les élections de 2020, 75% démocrates et 22% républicains. Et 64%, là, je mets entre parenthèses, voteraient, les juifs orthodoxes voteraient républicains. Alors, j'ai une petite parenthèse, le fait que le vote juif pour un parti républicain était important chez les n'est pas nouveau, mais c'est le cas depuis 4 ou 5 élections présidentielles. Et ce qui est nouveau en 2016, c'est qu'il est fait malgré le soutien qu'a apporté le candidat Trump à des groupes d'extrême droite. Ça, c'est nouveau. Et pourquoi ? Parce que ces gens pensent que ce n'est pas le problème principal qu'on peut être pour Trump, même si par ailleurs, on se bouche un peu le nez quelquefois lorsqu'il dit des choses qu'on n'aime pas entendre. Alors maintenant, un autre sondage tout à fait récent qui couvre la population juive. Et encore une fois, quand on va regarder entre les différentes dénominations, on trouvera des différences importantes. Mais pour l'important, et ça, je vais insister là-dessus, ce n'est pas Israël. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas Israël qui est le thème numéro 1. Le numéro 1, c'est le Covid. Bon, on peut s'y attendre. Hein. Le deuxième, c'est le système de santé. Ça veut dire le droit à la santé pour tout le monde. Alors, on peut dire que parce qu'ils sont démocrates, parce qu'ils pensent que c'est la justice sociale, mais aussi peut-être parce qu'eux-mêmes, ils sont concernés, que le système de santé américain est devenu extrêmement onéreux, pas performant, malgré évidemment au niveau de la recherche, c'est très puissant, au niveau des soins, c'est pas terrible. Troisième point, la situation économique. Après les relations entre les races, la lutte contre le crime et les questions de politique étrangère, 5%. Donc, parmi les questions de politique étrangère, on a l'Iran, on a le problème de traité avec l'Irak, enfin, et Israël. Oui, donc, c'est vraiment, au niveau global, ce n'est pas essentiel. Contrairement à ce qu'on peut vous entendre. Alors, si vous cherchez chez les juifs orthodoxes, alors là, vous trouverez Israël en numéro 1. Mais au niveau de la population du vote juif, qui est cette énorme nébuleuse, ce n'est pas le sujet. Passons à la diapo suivante. Alors non, encore celle d'avant. Celle d'avant. Ah non, il manque une diapo. Alors, je ne l'ai pas ici. Alors, j'ai dû la mettre. Ben, je vais vous le lire. Avant de parler de ça, avant de parler de David Brooks, il y avait une diapo que j'aime et que je vais vous en parler comme ça. Moi, j'ai vécu assez longtemps aux États-Unis, 25 ans en tout, même un peu plus. Et j'ai connu un peu 3 endroits différents. D'abord, je donne ça comme biographie pour vous donner une idée de mon expérience. J'ai enseigné dans une université américaine quand j'avais 25 ans, et c'était en plein milieu du Midwest. Dans un monde, il y avait une shul, il y avait une synagogue, c'était une synagogue qui est fermée, il n'y avait rien d'autre. Et on n'était pas loin de Chicago. Donc c'était le monde vraiment, le monde de Trump en quelque sorte, le monde républicain, et j'ai connu un peu l'université de l'Illinois. Et après, j'ai vécu à Washington 25 ans. Et bon, là, c'était un monde un peu différent. C'était le monde du pouvoir. J'ai connu beaucoup de gens qui étaient dans l'administration américaine, dans les universités, dans les lobbies. C'était un monde plutôt, disons, 70% démocrate. En fait, la seule amie que j'avais vraiment qui était vraiment démocrate, républicain, n'avait pas beaucoup. J'en avais. Mais après, mon fils a vécu à New York, donc j'étais beaucoup à New York, donc j'ai connu un peu le monde juif new-yorkais. Et puis maintenant, il est en Californie, donc là, je suis allé en Californie, c'est encore notre univers. Donc, si vous voulez, je vous donne ça comme parenthèse, parce que là, je vais parler un peu de mon expérience et des discussions que j'ai eues. Parce que ce qui m'a toujours choqué, et je pense que beaucoup d'entre nous qui ont été aux États-Unis, qui ont parlé juifs américains, doivent retrouver ça, c'est qu'il y a une méconnaissance totale de ce que c'est que les juifs français. Et non seulement il y a une méconnaissance, mais il y a une hostilité.
une hostilité profonde chez les Juifs américains contre la France. Et en même temps, une hostilité contre les Juifs français. Alors, l'histoire qui se raconte, c'est la France est un pays anti-juif. On part de l'affaire Dreyfus, et j'invite tout le monde à me contredire si je dis des bêtises ou s'ils ne sont pas d'accord. Peut-être qu'on en parlera après, mais pour l'instant, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Ils voient la France comme un pays anti-juif, anti-Israël, depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à De Gaulle, évidemment, en passant par Vichy. Ils amalgament tout ça. Il y a une grande méconnaissance de ce qui s'est passé pendant la guerre. La France, pour eux, c'est comme la Pologne. Les Juifs français ont collaboré, c'est comme des nazis. Par exemple, quand vous le racontez que 75% des Juifs français ont survécu et 90% des Juifs de nationalité française ont survécu à l'Holocauste, ils ne vous croient pas. Simplement, ils vous disent que ce n'est pas vrai. Et j'ai eu cette expérience plusieurs fois, y compris avec des personnes très haut placées au musée de la Shoah, qui me disent ce que vous dites est faux. Ils n'y croient pas. J'ai envoyé des emails à une personne, je me souviens, en montrant les chiffres. Il me dit c'est des chiffres, je ne les crois pas, ces chiffres, c'est faux. Il y a la troisième caractéristique, c'est l'impasse sur l'antisémitisme islamiste. Là, c'est la peur. Les Juifs américains sont obsédés, alors plus ils sont démocrates, plus ils sont dans cette impasse. Chez les républicains, non, beaucoup moins, mais disons, ce n'est pas toujours très, très gai ce qu'on entend, c'est carrément quelquefois raciste. Mais disons, la peur du retour de l'extrême droite, on a toujours peur que la France va se retrouver sous Vichy, que l'extrême droite est aux portes et que les Juifs vont être menacés comme en 40. Quand on leur parle de l'extrême droite, de l'islamisme, jusqu'à très peu de temps, ce n'était pas audible. J'ai eu un échange d'emails encore cette semaine avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un juif, un lobbyiste juif qui publie une chronique toutes les semaines dans un journal juif, qui me dit avec ironie, et j'étais furax, je lui ai répondu, en me disant si cette manie de tuer les gens avec le couteau, ce n'est pas une évocation de la guillotine, l'expérience française de la guillotine. Une méconnaissance complète. Ils ne veulent pas voir, ça n'existe pas. Alors évidemment, aujourd'hui, avec un certain nombre de démocrates, Ilhan Omar, de représentants qui sont d'origine, disons, musulmane, qui sont carrément antisémites, et ça commence à être remis en question, mais le fond n'est pas là. Rappelez-vous, Obama disait l'islam est une religion de paix. Parce que pour eux, le modèle de la religion, c'est la paix. Ils voient ça à travers un prisme protestant, post-protestant, comme on verra, et l'islam ne peut pas être une religion violente puisque c'est une religion. L'autre caractéristique, c'est l'échec du modèle français de la laïcité. Là, ils en sont persuadés que le modèle laïque français est un échec total. Et actuellement, quand vous regardez le New York Times, les titres, avant-hier encore, il y avait un article, 3 jours avant, il y avait un autre article, celui que je cite, c'est un enseignant, son assassin et l'échec de l'intégration à la française. Donc, l'histoire de l'assassinat de Samuel Paty s'est ramenée au problème de l'échec de l'intégration à la française. C'est parce que vous n'êtes pas assez tolérant, parce que vous êtes rigide, parce que ça vous arrive. Vous voyez donc, je mets ça en perspective, c'est important pour comprendre d'où ils viennent, pour que nous, on comprenne d'où ils sont. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas. Alors, passons à la suite maintenant. Parlons maintenant plutôt de ce qui se passe avec Trump. Alors là, j'ai pris deux citations qui datent avant 2000, juste après l'élection de Trump. J'ai pris intentionnellement 2 personnes qui ont des options politiques très différentes, pas très différentes, mais assez différentes. L'un, c'est David Brooks, qui est un des chroniqueurs vedettes du New York Times, qui a une histoire un peu compliquée, qui était un juif. D'ailleurs, les enfants allaient à la même école juive que les miens. Et ces dernières années, il a quitté sa femme de 27 ans pour épouser. Il est devenu plus ou moins
chrétiens, tout en restant juifs, en disant, font partie de ces juifs dont on parlait dans ma description de la population, qui disent je suis juif, mais qui va à l'église, tout en disant je suis juif, et en même temps, vous voyez, il n'est pas juif pour Jésus, mais il est quelque part comme ça. Hein. Mais à ce moment-là, en 2016, il venait de passer le Rubicon, et voilà ce qu'il dit, et c'était un républicain, mais un républicain modéré. Hein. Il a voté contre Trump, mais il dit voilà, nous ne savons tout simplement pas à quel point le racisme et la misogynie ont motivé les électeurs de Trump. Il est vrai que ces élections ont une plus grande tolérance que les autres pour les idées réactionnaires. Mais si vous êtes coincé dans une ville où il n'y a pas d'emploi et que vous avez du mal à payer votre facture d'électricité, vous êtes sans doute prêt à avaler pas mal de saloperies. Donc voilà l'explication qui permet déjà en 2016 de comprendre où on va, c'est-à-dire la montée des insurrections dans les villes, tous les problèmes qu'on a connus cette dernière année. Passons à la diapo suivante. L'autre, c'est un personnage emblématique aussi, Léon Wieseltier, qui est l'auteur du livre que peut-être certains d'entre vous ont lu, qui s'appelle Kaddish, qui je ne vous conseille pas. Je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas lu, parce que c'est un livre magnifique. C'est un livre qu'il a écrit après la mort de son père. Et il allait d'ailleurs à la schule où j'allais, la schule de Georgetown à Washington. Et c'était un grand érudit. Il a été l'éditeur en chef du Atlantic New Republic. Comme, si vous voulez, c'est comme si c'était l'éditeur en chef de Nouvel Observateur, en un peu plus intellectuel quand même. Mais disons, il a écrit des livres, c'est un grand critique littéraire, il écrit magnifiquement. Et très juif. Voilà ce qu'il écrit en 2016, en novembre 2016. Les démons qui ont hanté notre société depuis des décennies et même des centaines d'années, le vil illibéralisme qui discrédite actuellement d'autres gouvernements dans le monde occidental, va maintenant habiter la Maison-Blanche. Les temps difficiles vont laisser la place aux temps sombres, et les temps sombres demandent une lucidité et une vigilance particulières et une férocité de principe. Nous ne devons pas perdre notre foi dans le progrès moral et le progrès social, mais nous devons nous souvenir que le progrès moral et le progrès social ne sont pas des phénomènes linéaires. Donc, passons à la suite. Alors, pour comprendre un peu, alors je ne vais pas faire une analyse du phénomène Trump, il y a beaucoup de gens qui l'auront fait mieux que moi, mais je veux simplement rapporter par rapport à cette notion de religion, cette manière dont les gens vivent, entre parenthèses, la religion aux États-Unis, qui est vraiment très différente de notre histoire. Nous, notre histoire, c'est l'histoire de la France, c'est une histoire conflictuelle. On a eu les guerres de religion, c'était la matrice. D'abord l'Église catholique, évidemment, au Moyen-Âge, pendant des siècles, et puis les guerres, dès que le protestantisme, donc une critique de l'Église, est sortie, il y a eu la guerre de religion, on a expulsé les protestants, l'édit de Nantes est promulgué par Henri IV, mais très peu de temps après, abrogé par Louis XIV. Et Louis XIV, c'est un roi absolu. Donc, l'édit de Nantes, c'est en même temps la fin de la tolérance et l'abrogation par un roi qui est un roi absolu. Et donc, on est à un modèle, évidemment, la matrice actuelle, c'est la loi de 1905, la séparation de l'Église et l'État, qui ne s'est pas fait facilement, qui s'est fait avec une lutte, je dirais, à mort entre l'Église et la République laïque, et l'Église catholique était complètement battue à ce moment-là. Donc, ça explique un peu notre modèle, notre conflit, notre problème de laïcité, l'opposition constante qu'on a sur les grands principes de la laïcité qui ne peut se comprendre que dans ce contexte conflictuel historique de la France. Alors que l'Amérique, la religion, elle est au départ. Les pèlerins américains qui arrivent avec le Mayflower ou la légende, qui arrivent au XVIIe siècle aux États-Unis, c'est des gens qui sont des religieux, mais qui ont fui des persécutions religieuses. C'est des puritains. Et pendant longtemps, l'Église puritaine a dominé aux États-Unis, jusqu'à vers, je ne sais pas exactement, depuis l'arrivée des pèlerins au début du XVIIe siècle,
jusqu'à l'avènement de la République américaine. Les pèlerins dominaient et il y avait une église institutionnelle dans les villages de Nouvelle-Angleterre. Ce n'était pas une église où on pouvait se soustraire, c'était l'église faisait partie du paysage politique. Progressivement, la religion américaine est devenue plus une religion individuelle, une religion de foi intérieure et avec une thématique protestante du salut. On doit être sauvé, Jésus sauve, enfin, oui, tout ça, mais c'est antérieur, bien antérieur au phénomène des évangélistes, qui est un phénomène littéraliste, de retour à une interprétation littérale de la Bible, mais il y a plein d'autres interprétations. Il y a, je crois, 600 églises différentes protestantes aux États-Unis, et il y a 4 ou 5 grands groupes. Et si ça vous intéresse, je citais ici Harold Bloom, qui est un livre qui est très intéressant, et qui s'appelle La religion américaine, qui analyse vraiment ce que c'est que la religion américaine. Alors, je cite 2-3 phrases qui ne peux pas rentrer dans trop de détails, mais qui nous mettent en perspective. La religion américaine a toujours demandé qu'est-ce qui nous rend libres. Mais la liberté politique a peu de choses à voir avec cette question. Et pourquoi j'ai mis ça ici en exergue? On voit Trump avec le rabbin Meir Soloveitchik, qui est le petit-fils du fameux rabbin Soloveitchik, qui lui, ce Meir Soloveitchik, est pro-Trump, ne s'en cache pas, etc. Et il est rabbin à New York. Il est d'ailleurs extrêmement brillant. Il fait des livrets Torah magnifiques. Si vous voulez les écouter, ça vaut la peine. Mais il a des positions très, 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 très pro-républicaines. Et donc, ça explique pourquoi la liberté politique, ce n'est pas forcément dans la religion le plus important. Il y a des pasteurs, on les a interviewés, mais comment pouvez-vous voter pour Trump alors que c'est un homme infidèle, qui ment, qui peut-être a volé le fisc, etc., etc. Alors le pasteur, qui est un homme très moralisateur, répond « mais ce n'est pas important, qu'il soit un pécheur, ça ne l'empêche pas de faire du bien à la société. » Donc la religion est perçue comme un domaine qui relève de l'individualité et ce n'est pas forcément au niveau du social. Là, ça renvoie aussi à un certain nombre de choses pour ceux qui ont eu l'occasion de lire William James sur les variétés de l'expérience religieuse. On peut être dans l'expérience individuelle de la religion et être complètement en dehors de toute justice sociale, et ça a passé très bien pendant longtemps. Vous retrouvez la critique chez Molière, dans l'Avare, des choses comme ça. Donc, ça, c'est encore une dimension qui est importante. Alors, je cite encore ce texte. La religion dans les États-Unis, ostensiblement protestants, est quelque chose de subtilement autre que la chrétienté. Nous sommes post-protestants. Je ne vais pas élaborer plus parce que ça me prendrait toute la soirée, toute la matinée, disons. Continuons. Diapo suivante. Donc ça, la France. Passons à la diapo suivante. Donc ça, je viens de la lire avant. Je l'avais déplacée, donc ce n'est pas grave. On l'a vu, ça. La France problématique anti-juive. Passons à la suivante. Alors là, on va changer de modèle. On va parler d'un thème de l'activisme social juif américain très essentiel, c'est la notion de tikkun olam. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer à droite la citation du Rav Menachem Schneerson, parce que la tikkun olam, ça vient de la Kabbale dorianique, c'est il faut réparer le monde. Il y a ce mythe de la brisure des vases. Quand Dieu crée le monde, il envoie une lumière qui rentre dans des vases qui sont chargés de la contenir, et cette lumière est trop forte pour certains vases, et ces vases se brisent, le Shevirat HaKelim, la brisure des vases, et les étoiles, les fragments qui sont tombés, il faut les ramasser. Ils contiennent une partie de l'étincelle de la lumière divine, et c'est ça le tikkun olam, c'est ramasser ce qui a été brisé à la création qu'il faut rassembler. Évidemment, aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça. Ici, tikkun olam, dans la société juive américaine, c'est la notion qu'il faut réparer le monde, mais pas seulement le monde juif, le monde dans son ensemble.
Alors, je l'ai mis en anglais, bon, parce que c'est une des diapos du Rav Schneerson. Si vous voyez que ce qui doit être réparé et comment le réparer, alors vous avez trouvé un morceau du monde que Dieu nous a laissé à compléter. Et si vous ne voyez que ce qui est mauvais et ce qui est laid dans le monde, c'est vous qui devez le réparer. Alors voilà la version Schneerson, qui est donc une version. Et n'oublions pas que les Lubavitch, c'est des gens très actifs dans la société, des gens qui sont impliqués, mais impliqués dans la société juive. Maintenant, l'autre tikkun olam, c'est à gauche, c'est le tikkun olam, disons, plus libéral. Il faut réparer le monde, réparer la société américaine. Et pour les gens qui sont dans le tikkun olam américain, ça ne veut pas dire seulement la société juive, c'est l'ensemble de la société. Alors, la diapo suivante, c'est le même style. Vous voyez, une revue qui s'appelle, j'ai pris exprès cette couverture parce que Tikkun, c'est la revue, une revue, disons, entre parenthèses de gauche américaine, les références aux victoires démocrates, au Congrès. Les victoires démocrates au Congrès donnent une chance très forte aux spiritual progressives, à ceux qui sont progressifs, qui sont comment on appelle ça, des gens spirituels et pour le progrès, pour influencer le discours politique. Et en haut, à droite, vous avez un forum pour les 100 ans du Rav Yoshua Heschel. Et dans ces couvertures, vous avez plein de choses qu'on pourrait commenter plus en longueur, mais on n'a pas le temps. Passons à la phrase suivante, à la diapo suivante. Alors, je vous demande de ne pas regarder le bas de la page, cache le bas de la page si tu veux, c'est pas trop tard maintenant, mais enfin, ça ne fait rien. Alors, je lis. Il s'agit de la sagesse, non, il s'agit de la sagesse que nous pouvons glaner de génération en génération dans l'histoire juive. La nécessité de refuser de rester les bras croisés, l'urgence de dire la vérité, l'exigence de rechercher la justice, de rembrasser la paix, de réparer le monde et de traiter chaque personne avec dignité. Ces principes ont des racines juives, mais ils sont également fondamentaux pour ce que nous sommes en tant qu'Américains. Nous en avons besoin plus que jamais. Nous devons tous tenir compte de l'enseignement rabbinique, selon lequel ce n'est pas votre devoir de terminer le travail, ou vous n'êtes pas non plus libre de le négliger. Pirkei Avot. Vous connaissez cette phrase? Qu'est-ce qui dit ça? Joe Biden, la semaine dernière. Bon. C'est un discours électoraliste, évidemment, mais il n'empêche. C'est un discours, il le fait où? Il le fait à Pittsburgh, le 27 octobre, donc la semaine dernière, il y a quelques jours, pour la célébration du 2e anniversaire de l'assassinat de 11 juifs dans la synagogue de Pittsburgh. Donc, évidemment, il va ramener des textes juifs, évidemment, il fait un discours électoraliste, mais en fait, il fait un discours. Trump ne fait pas de discours à ce moment-là, il ne dit rien, il n'est pas là-dedans. Donc, et ce qui me frappe plus que tout le reste, c'est cette appropriation d'une thématique juive de Tikkun Olam par un homme politique, évidemment, qui sera peut-être qui risque d'être le futur président des États-Unis. Il ne s'agit pas de dire qu'il a une femme juive ou que sa fille est juive, etc. Mais là, il reprend des thèmes. Alors, on peut dire encore une fois que c'est politique, que c'est des élections. Mais n'empêche qu'il le dit et il ne dit pas des bêtises là-dessus. Il cite même les Pirkei Avot. Il a certainement trouvé un bon assistant juif qui connaissait les Pirkei Avot, qui connaissait les thèmes, et qui a su le guider là-dedans, mais il l'a fait. Passons à la diapo suivante. Alors, voilà notre ami Biden chez J Street. J Street, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est pour montrer, il est là à soutenir un mouvement. Il va à EPAC, il va à J Street, il va partout. Encore, je continue la diapo suivante. La diapo suivante.
encore une fois, Biden, je cite, « Chez nous, nous devons faire plus que parler de tikkun olam, réparer le monde. Nous devons tenir sa promesse. Nous devons renouveler notre engagement vers la poursuite de la justice dans les soins de santé, l'équité économique, l'égalité raciale et la liberté de reproduction. Et nous devons affronter la menace existentielle du changement climatique. Nous devons accueillir l'étranger en réaffirmant notre promesse fondatrice en tant que nation d'immigrants et de demandeurs d'asile. Nous devons respecter notre engagement vers la dignité et le respect de chaque personne en parole et en acte. L'histoire juive et l'histoire américaine. Être la lumière quand le monde se sent sombre. » L'histoire juive et l'histoire américaine. Être le monde, être la lumière quand le monde se sent sombre. Alors voilà un thème qui résonne chez 80% des juifs américains. Et c'est pour ça, à mon avis, que ces gens-là votent démocrate. Ils ont adopté cette idée de tikkun olam et ils pensent retrouver, alors évidemment, vous me direz, on verra s'il est élu, ce qu'il va faire, mais c'est un thème qui résonne, que vous retrouvez dans toutes les littératures juives américaines et que vous retrouvez dans la presse américaine juive constamment. Alors, passons à la diapo suivante. Alors, là, un article publié dans Jewish Week le 15 octobre qui va encore beaucoup plus loin par quelqu'un que je précise, je l'ai fait exprès, c'est un juif orthodoxe, vraiment orthodoxe, moderne, Shomer Shabbat, etc., tout ce que vous voulez, qui dit, et il ne fait pas partie de la majorité de sa synagogue qui vote Trump, mais comme me disait quelqu'un, il n'en parle pas parce que le sujet est trop explosif. On n'en parle pas. Alors voilà ce qu'il dit. Le président a cherché à détruire tout ce qu'il pouvait dans le tissu des valeurs politiques et des mœurs américaines. Seul ses vaches sacrées personnelles devaient rester intactes. Sa richesse, ses biens, ainsi que ceux de sa famille et de ses amis les plus proches. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur la politique américaine actuellement. Peut-être en juin, mais je vais passer à un autre sujet sur les rapports à Israël. Alors, passons à la diapo suivante. Voilà. Alors, j'ai mis « Soutenir Israël » avec un point d'interrogation. Parce que, jusqu'à quelques années, la question ne se posait même pas. Les Juifs américains étaient pour Israël, point. Aujourd'hui, c'est plus problématique. Alors, là, ce serait encore tout un sujet, de toute une présentation que j'ai obligé de résumer très rapidement. Mais j'essaie de dire, voilà, le changement, je vais essayer de le représenter par deux mythes, deux histoires. L'histoire d'Exodus, vous connaissez toute l'histoire d'Exodus, les Juifs qui étaient sur un bateau, qui cherchaient à fuir les nazis, qui n'arrivaient c'était après la guerre, ils n'avaient pas d'endroit où aller, personne ne voulait les accueillir, les Anglais avaient encore le livre blanc pour interdire aux Juifs d'aller en Israël, donc ils se sont retrouvés en dehors, et finalement ils ont atterri dans un camp de réfugiés à Chypre, où ils ont été gardés quelque temps, puis finalement ils sont allés en Israël. Alors là, il y a un film, il y a un roman de Léon Uris qui présente un personnage héroïque du juif qui va se sauver, qui agit pour être maître de son destin, de sortir des persécutions. Finalement, il y arrive. L'autre bout, enfin, ce n'est pas l'autre bout, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais ceux qui ont lu Porte-Noire et son complexe de Philip Roth montrent un personnage juif complètement névrosé, qui rencontre la réalité israélienne sur la personne d'une femme, une soldate israélienne qui le traite avec, disons, le mépris, disant que c'est un névrosé, que la solution, c'est le socialisme dans le kibbutz israélien, et le juif américain se sent rien du tout, une merde. Alors que dans Exodus, lui, il s'est identifié au personnage héroïque du juif, et Daniel Gordis, qui est un rabbin massorti qui vit en Israël maintenant, a écrit des choses intéressantes sur l'imaginaire des Juifs
américain par rapport à Israël. Et dans un livre que je vous recommande, je ne pense pas qu'il soit traduit, j'ai regardé sur Amazon, il n'est pas traduit, il s'appelle We Stand Divided, nous sommes divisés. Et il montre la division, la séparation de plus en plus grande entre les Juifs américains et Israël. Et il explique qu'après la guerre, je cite encore une fois Gordis, hein, je n'invente rien, il dit qu'après la guerre, les Juifs américains se sentaient coupables parce que, je cite Gordis, ils avaient fait pratiquement rien pour sauver les Juifs pendant l'Holocauste. C'est vrai qu'ils ont essayé, ou pas beaucoup. Et il commence d'ailleurs son livre en disant, je me souviens de mon enfance, son grand-père était un rabbin très connu à l'époque déjà, m'a sorti, et il se souvient, regardez dans son enfance les photos des bar mitzvah, et c'était marqué 43, 44. Il disait, pendant que les gens se faisaient brûler à Auschwitz, nous, on faisait des fêtes, on faisait du catering, on faisait venir des traiteurs à New York pour célébrer des bar mitzvahs. Il dit qu'après la guerre, les Juifs américains se sont sentis très honteux d'avoir fait ça, et donc il y a un soutien massif à Israël. Et la première brèche dans ce soutien, il y a eu des brèches au départ, et vraiment la plus importante, c'est Sadra et Shatila, où les Juifs américains qui assimilaient, qui projetaient sur Israël le modèle de la société américaine dont ils rêvaient, une société juste, égalitaire, etc. Alors, s'ils sont confrontés à Sabra et Shatila, on peut discuter qui est port. Moi, je pense qu'en fait, les Libanais, enfin, c'est principalement eux, mais disons, ils se sont posés des questions et c'était le début, si vous voulez, la fin de cette idylle dont je parlais au début. C'est le début de la fin, on est loin encore d'être à la fin, mais l'idylle, disant que tout baigne, l'être juif américain, d'être juif, d'être américain, d'être pro-Israël, et d'avoir les idées pour une démocratie américaine libérale qu'on projette sur Israël, tout ça s'est remis en question après 82. Passons à la diapo suivante. Là, je cite la phrase je cite Daniel Gordis. Daniel Gordis qui écrit « Pour beaucoup de juifs américains pour lesquels l'universalisme américain apparaît à la fois naturel, l'idéal indiscutable des fondements d'un pays, les fondements de tout pays, c'est-à-dire comment ne peut-on pas être américain ? Le modèle américain, c'est le modèle universel. Mais ça, c'est très américain. Vous voyez, c'est aussi français pour les Français. Hein. Le modèle français, c'est le modèle universel. La laïcité de la française, c'est le meilleur. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais pour les Américains, c'est pour les Juifs américains et les Américains, l'universalisme américain apparaît à la fois naturel et l'idéal indiscutable des fondements d'un pays. Il y a quelque chose de profondément problématique et de déconcertant concernant l'objectif même de l'État d'Israël. Les Juifs américains ont été amenés à voir l'Amérique comme le meilleur modèle de ce que doit être une démocratie libérale occidentale. Donc, même au départ, si vous voulez, pour la plupart des Juifs américains, le modèle, c'est la société démocratique américaine. Et Israël doit correspondre à ce modèle. Quand ils sortent ce modèle, ça pose des problèmes. Vous voyez, il n'y a pas, quand on regarde l'histoire américaine, pendant longtemps, le monde juif américain était opposé au sionisme. Pendant très très longtemps, ils avaient ce modèle national, et ce modèle national américain existe toujours, en particulier chez les réformés. Je me rappelle, j'avais visité la synagogue du Temple Emmanuel à New York, qui est, ceux qui ont été, c'est une très grande synagogue, la 5e avenue, construite par les Juifs allemands à la fin du 19e siècle, ressemble à une église, magnifique d'ailleurs. Et mon fils, qui avait 8 ans, se promène et il ne voit pas de drapeau israélien. Parce qu'il est habitué, dans toutes les synagogues qu'on fréquentait, il y avait le drapeau américain et le drapeau israélien. Alors, il va voir un monsieur, qui visiblement était quelqu'un responsable de la communauté. Il lui dit, monsieur, il n'y a pas de drapeau israélien. Alors, il dit, ben oui, chez nous, on n'a pas de drapeau israélien. Alors, le temple Emmanuel, évidemment, c'est un bastion de l'idéologie réformée, la plus réformée, mais ce n'est pas du tout négligeable. Il ne faut pas du tout négligeable, il faut en tenir compte. Passons à la suite. Alors, vous voyez, là, malgré tout, vous avez quand même le soutien à Israël à travers diverses organisations, tout en restant américain. C'est ça l'ambivalence. On est américain,
On considère qu'on a le meilleur modèle de société, mais il faut aider les Juifs en Israël. C'est un peu ça l'idéologie. Et il y a ces grandes messes des Pâques. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont peut-être été, enfin, je ne sais pas si Jean-François est là, mais Jean-François Goupin n'était pas là, mais il y allait quelquefois, envoyé par le CRIF. Et c'est une énorme messe, je dirais le mot messe, parce qu'il y a 20 000 personnes. Et c'est le groupe d'action American Israel Political Action Committee, le comité d'action politique américano-israélien, et qui reçoit Netanyahou, tous les chefs d'État, tout le monde, tous les candidats américains à différentes élections, pas seulement présidentielles, viennent parler. Et c'est perçu comme le lobby juif américain et qui généralement s'aligne derrière les positions de l'État d'Israël, quelles que soient ses positions, et défend les positions d'Israël, je dirais, coûte que coûte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, on pourrait faire toute une session là-dessus, sur les Pâques, mais tout ce que je voulais dire, simplement qu'on attribue, à mon avis, plus de pouvoir à EPAC qu'il en a en réalité. EPAC, c'est un lobby juif, mais il y a plein de lobbies aux États-Unis. Le lobby de l'industrie pharmaceutique, le lobby de l'industrie pétrolière, etc., vous allez nommer. Et l'EPAC a beaucoup moins d'argent que, par exemple, l'industrie pharmaceutique. Pour les lobbies des médecins, c'est beaucoup moins puissant. Mais ils jouent parce qu'ils ont pignon sur rue et ils disent, voilà, on va défendre les intérêts d'Israël et aussi les intérêts des Juifs. Alors, donc les Juifs américains, ou EPAC, disons, a pris position ces dernières années constamment derrière la politique d'État d'Israël pour Netanyahou. Ça n'a pas été sans, évidemment, soulever des vagues. C'est pour ça que je vais en parler. D'autres institutions apparaissent qui remettent en question le monopole qu'EPAC avait dans le rapport de la communauté juive avec Israël. Alors, on va en parler un peu de ça, mais avant de ça, je vais simplement citer une phrase que j'ai trouvée dans un article dans le journal israélien qui s'appelle Makor Rishon, qui est cité pour le rabbin Moshe Lichtenstein. Rabbin Moshe Lichtenstein est un rabbin américano-israélien qui vit en Israël, qui dirige une yeshiva orthodoxe, vraiment orthodoxe, le Gush Etzion, et qui est un des petits-fils du Rav Soloveitchik par les femmes, quoi. Et il a écrit dans cet article, parce qu'on lui parle, il fait une grande intervention sur la dérive du sionisme religieux américain, le sionisme religieux en Israël, qui est devenu de plus en plus nationaliste. Et d'ailleurs, je signale que dans le sionisme religieux américain, religieux israélien, il y a beaucoup d'Américains. Il y a des Américains. Les Américains qui sont en Israël, c'est des religieux. Vous avez peu de laïcs américains qui vont faire l'Aliyah. Ceux qui vont faire leur Aliyah, ce sont des gens religieux. Souvent des gens religieux nationalistes, ceux qui sont dans les mouvements, dans les Gush Etzion, dans tous ceux que vous voyez à la télévision lorsqu'on fait des documentaires, entre parenthèses, sur les territoires, comme on les appelle en France. Et voilà. Et donc, le rabbin Lichtenstein dirige donc une yeshiva à Gush Etzion qui est dans les territoires occupés. C'est dans la ligne verte, derrière la ligne verte. Et il dit, si au moment de la vérité, vous êtes prêt à faire une alliance avec une personne nationale non morale, cela signifie que vous choisissez le nationalisme plutôt que la moralité. Pour moi, c'est une faillite morale. Vous voyez, il y a un débat. Il y a des gens qui pensent que l'intérêt général passe par l'intérêt de l'État et que même si on a à la tête de l'État quelqu'un dont on peut douter de la moralité, que ce soit ici Netanyahou ou que ce soit Trump, c'est moins important qu'à la fin que ce qu'il fait et ce qu'il donne comme résultat. Donc, voilà, ils avaient une voix qui s'oppose à ça, c'est Rav Lichtenstein. Enfin, je voulais la mentionner pour montrer que même parmi les sionistes religieux, qui sont généralement plutôt le message très à droite, vous avez des gens qui ont des voix discordantes. Et pas n'importe qui, c'est quand même Rosh Yeshiva de Gush Etzion et le petit-fils de Rav Soloveitchik. Ce n'est pas un petit rabbin de troisième zone. Passons à la suite. Alors maintenant, je vais parler du mouvement opposé. Passez à la diapo suivante, si c'est possible.
Diapo suivante. Encore, voilà. Alors, J Street, je vais parler très rapidement. J Street, c'est un mouvement opposé à EPAC. J'ai simplement noté leur propre autodéfinition sur leur site Internet. Et ce qu'ils disent, J Street organise les Américains qui sont pro-Israël et pour la paix de manière à promouvoir des politiques du gouvernement des États-Unis qui reflètent nos convictions juives et démocratiques les plus profondes et qui aident à sécuriser l'État d'Israël comme une patrie démocratique pour le peuple juif. Nous croyons que seule une solution négociée et acceptée par les Israéliens et les Palestiniens peut satisfaire les besoins légitimes et les aspirations nationales des deux peuples. Voilà. Alors, J Street, voilà l'opinion. Elle est assez suivie, pas mal chez des juifs massortis d'ailleurs. J'ai un ami qui est très actif là-dedans et qui est membre très actif de la plus grande communauté massortie de Washington. Et face à ça, le mouvement sioniste israélien, américain, qui est plutôt à droite, dénonce J Street. Et voilà ce que dit Alan Dershowitz, qui n'est pas n'importe qui non plus, et qui était professeur éméritus à Harvard, qui était un des grands défenseurs du peuple juif depuis 30 ou 40 ans, mais qui n'est pas du tout sur le même longueur d'onde. Voilà ce qu'il dit dans ce rapport qui fait 40 pages, où il dénonce J Street. Voilà ce que dit Alan Dershowitz. J Street est une des organisations antisionistes les plus virulentes dans l'histoire du sionisme et du judaïsme. C'est pas rien. Et venant surtout de quelqu'un d'aussi, par ailleurs, respectable et intellectuellement fort que Alan Dershowitz. Alors, pourquoi j'ai mis la photo vous reconnaissez Tzipi Livni. Tzipi Livni qui avait des positions assez proches un peu de J Street, les deux États, etc. Et j'ai mis exprès Tzipi Livni qui fait une moue. Alors, au départ, j'avais mis « Est-ce que c'est bon pour les Juifs ?» Je l'ai enlevé parce que je n'avais pas trop de place. En fait, vous voyez, alors, Tzipi Livni, est-ce qu'elle est avec J Street ou le courant de Tzipi Livni en Israël, qui n'est pas non plus négligeable? Est-ce qu'il est avec J Street? Oui, non. C'est encore une fois quelque chose dont on peut discuter. Mais globalement, elle est quand même plutôt du côté de J Street que du côté de EPAC. Donc, encore une fois, EPAC contre J Street, c'est la situation telle qu'on a aujourd'hui. Passons à la diapo suivante. Ça va, Tony, j'ai encore un peu de temps? Alors, on va parler des questions sociétales qui divident le monde juif. On va simplement évoquer, parce qu'on n'a pas trop le temps. Sociétales, je veux dire des questions de société, de mœurs qui sont importantes. La place des femmes, alors là, évidemment, on pourrait faire tout un... Pierre, je m'excuse de t'interrompre, mais bon, il est déjà midi et demi, mais enfin, tu as parlé depuis 1h30. C'est peut-être un peu difficile à suivre, donc résume si tu peux pour conclure surtout essentiellement. Merci. Je vais conclure. Alors, passons à la diapo numéro 43. Ce n'est pas pour conclure. Pas celle-là. Plus loin. Alors, ici, voilà. Plus loin. J'ai pas encore. Plus loin. Non, c'est celle-là. Plus haut, alors, attendez. Ah, voilà, celle d'avant. Encore plus haut. Encore. Attendez, c'est le diapo d'en dessous. Les diapos d'en dessous. Voilà, c'est des graphiques qui sont assez intéressants pour comprendre l'état actuel de la société, dont je voulais parler principalement. Il montre la perception de la discrimination entre 2009 et 2019. Vous voyez que vous voyez les Juifs en bas, dans le cadran, le troisième cadran en bas. Il y a une augmentation de la perception chez les Juifs, une plus grande discrimination. Quand on passe selon qu'on est démocrate ou républicain, on passe de 9% à 20%, de 15% à 28%.
15% sur les Bleus, sur les démocrates, 9% sur les républicains à 20%. Quand même une augmentation en doublement de la perception de la discrimination. Mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens perçoivent comme discrimination vis-à-vis des Noirs. Dans le premier cadran, on passe de 24% chez les démocrates à 69%. Vous voyez, il y a donc une polarisation raciale, qu'on appelle discrimination, qui est extrêmement forte actuellement et qui permet d'expliquer beaucoup de choses dans la société. La montée du mouvement Black Lives Matter, évidemment, l'histoire de Floyd qui s'est fait tuer, c'était l'étincelle sur le baril de poudre, mais la tension était déjà présente. Alors, qu'est-ce que c'est Trump qui a lancé ça, qui a incité ça, ou est-ce que c'est avant, ou est-ce que c'est une tendance générale? Il y a une polarisation de la société et les Juifs se retrouvent dans une société de plus en plus polarisée, évidemment politiquement, mais derrière cette polarisation disons politique, il y a une polarisation raciale, ethnique et autres. Alors revenons un peu plus haut, la diapo un peu plus haut, si tu peux revenir. Avant, celle d'avant. Celle d'avant. Alors non, celle d'après, tu l'as sauté trop vite. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut lire ce texte? À mon avis, ça, c'est un texte que j'ai tiré d'un article d'une jeune femme qui s'appelle Barry Weiss dans Tablet Magazine. Tablet Magazine, c'est un journal de, disons, juif, plutôt centre-droit. Plutôt centre-droit. Et voilà ce qu'elle dit. Pour comprendre, l'Amérique est assiégée. Ah non, ça c'est la phrase avant. Pour comprendre l'énormité du changement que nous vivons actuellement, prenez un moment pour comprendre l'Amérique telle que l'écrasante majorité de ces Juifs le croyaient, croyaient être, et peut-être comme nous l'avons toujours supposé. C'était un monde libéral. Pas libéral au sens étroit et partisan, mais libéral au sens le plus vaste et le plus distinctement américain de ce mot. La croyance que tout le monde est égal parce que chacun est créé à l'image de Dieu. La croyance en un caractère sacré dans l'individu sur le groupe ou la tribu. La conviction que la primauté du droit et l'égalité en vertu de celle-ci est le fondement d'une société libre. La conviction que l'application régulière de la loi et la présomption d'innocence sont bonnes et que la violence populaire est mauvaise. La conviction que le pluralisme est une source de notre force. Que la tolérance est une raison de fierté et que la liberté de pensée, de foi et de parole sont les fondements de la démocratie. La vision libérale du monde était celle qui reconnaissait qu'il y avait des choses. En fait, les choses les plus importantes dans la vie qui se situaient en dehors du domaine de la politique. Les amitiés, l'art, la musique, la famille, l'amour. C'était un monde dans lequel Antonin Scalia, Ruth Bader Ginsburg pouvaient être des amis proches. Parce que, comme l'a dit Scalia, certaines choses sont plus importantes que les votes. Fondamentalement, ce libéralisme reposait sur l'idée que les outils de la raison des Lumières et la méthode scientifique auraient pu être conçus par des Blancs morts, et ils appartenaient à tout le monde, étaient les meilleurs outils de progrès humain qui aient jamais été conçus. Voilà. Donc je m'arrêterai là et je laisse tomber le reste, mais bon, je vais parler un peu longtemps. Merci beaucoup, merci beaucoup Pierre. Bien, on va donner la parole.